Dans le Paris effervescent de la Belle Époque, le 12 avril 1869, naît dans le 19e arrondissement un enfant qui deviendra l'une des figures les plus sinistres de l'histoire criminelle française. Henri-Désiré Landru voit le jour au 41 rue de Puebla, aujourd'hui avenue Simon Bolivar, dans le quartier populaire de Belleville, au sein d'une famille modeste mais respectable qui incarne parfaitement les aspirations de la petite bourgeoisie parisienne de l'époque. Cette naissance, apparemment banale, marque le début d'une existence qui évoluera de la respectabilité bourgeoise vers l'une des séries criminelles les plus troublantes que la France ait connues. Le milieu familial dans lequel grandit Henri révèle les contradictions sociales de la France du Second Empire, finissant. Son père, Julien-Alexandre Sylvain Landru, âgé de 34 ans à la naissance de son fils, exerce la profession de chauffeur aux forges de Vulcain, métier qui, bien que manuel, lui assure une position respectable dans la hiérarchie ouvrière parisienne. Cette profession, exigeante et dangereuse, forge chez lui un caractère dur et mélancolique qui marquera profondément l'atmosphère familiale. Le destin tragique de Julien, qui se suicidera au bois de Boulogne le 28 août 1912, révèle rétrospectivement les fragilités psychologiques qui traversent la lignée Landru. Sa mère, Flore Henriquel, âgée également de 34 ans, incarne l'idéal de la femme bourgeoise de l'époque en exerçant les métiers respectables de couturière et de blanchisseuse à domicile. Ces activités, largement répandues parmi les femmes de la petite bourgeoisie parisienne, permettent à Flore de contribuer aux revenus familiaux tout en maintenant la respectabilité sociale indispensable à l'époque. Son influence sur l'éducation d'Henri se révélera déterminante dans la formation de sa personnalité complexe, mêlant raffinement bourgeois et pragmatisme populaire. La famille Landru compte déjà une fille, Florentine Marguerite, née en 1854, soit 15 années avant Henri. Cette différence d'âge considérable confère au jeune Henri un statut particulier au sein du foyer familial, celui d'un enfant tardif et probablement attendu après plusieurs années d'espoir. Cette position privilégiée dans l'affection parentale contribue à développer chez lui une confiance en soi et un charisme naturel qui caractériseront sa personnalité adulte, mais également un certain égocentrisme qui facilitera plus tard ses activités criminelles. L'installation de la famille rue du Cloître Notre-Dame révèle les ambitions sociales des parents Landru et leur volonté d'offrir à leurs enfants un environnement éducatif de qualité. Ce quartier historique de Paris, proche de la cathédrale Notre-Dame, bénéficie d'un prestige culturel et religieux qui correspond aux aspirations d'ascension sociale de la famille. Cette proximité avec les symboles de la civilisation française influence profondément la formation intellectuelle et morale d'Henri, lui inculquant le goût de la culture et des belles manières qui caractériseront plus tard sa capacité de séduction. L'éducation d'Henri débute à l'école des Frères de la rue de Bretonvilliers, établissement catholique réputé qui accueille les enfants de la bourgeoisie parisienne soucieuse d'une formation morale et intellectuelle solide. Cette éducation religieuse, dispensée par les frères des écoles chrétiennes, développe chez Henri une connaissance approfondie des préceptes moraux et des codes sociaux de son époque. Paradoxalement, cette formation religieuse rigoureuse lui fournira plus tard les outils rhétoriques et moraux nécessaires pour manipuler la conscience de ses victimes en exploitant leur propre éducation catholique. Les résultats scolaires d'Henri révèlent des aptitudes intellectuelles remarquables qui le distinguent de ses camarades. Ses professeurs notent particulièrement ses compétences exceptionnelles en dessin et en mathématiques, disciplines qui révèlent à la fois sa créativité artistique et sa logique calculatrice. Ses talents, qui auraient pu l'orienter vers une carrière d'architecte ou d'ingénieur, seront plus tard détournés au service de ses activités criminelles, l'habileté au dessin facilitant la création de faux documents et les compétences mathématiques, l'aidant à gérer les aspects financiers de ses escroqueries. L'adolescence d'Henri coïncide avec les transformations profondes que connaît Paris sous le Second Empire et les débuts de la Troisième République. Cette période de modernisation urbaine, marquée par les travaux du baron Haussmann et l'émergence d'une nouvelle sociabilité bourgeoise, offre au jeune homme un terrain d'observation privilégié des évolutions sociales de son époque. Cette exposition précoce aux mutations de la société française développe chez lui une compréhension fine des mécanismes sociaux et des aspirations bourgeoises qu'il exploitera magistralement dans ses futures activités criminelles. L'évolution de sa personnalité durant ces années formatrices révèle l'émergence progressive des traits qui caractériseront sa vie adulte. Les témoignages familiaux décrivent un jeune homme charmant et intelligent, doté d'une éloquence naturelle et d'une capacité remarquable à séduire son entourage. Ces qualités, encouragées par l'éducation bourgeoise qu'il reçoit, développent chez Henri une confiance en ses capacités de persuasion qui deviendra l'un de ses principaux atouts criminels. Le choix de ses études
révèle les ambitions familiales et personnelles qui guident sa formation. Henri s'oriente vers des études d'architecture, profession prestigieuse qui correspond aux aspirations d'ascension sociale de sa famille. Cependant, ses biographes notent qu'il suit ses études sans grande conviction, révélant déjà un décalage entre les attentes sociales et ses véritables inclinations. Cette ambivalence précoce face aux carrières conventionnelles annonce sa future orientation vers des activités plus marginales et lucratives. L'accomplissement de son service militaire au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin de 1890 à 1893 constitue une étape cruciale de sa formation personnelle. Cette expérience militaire, obligatoire pour tous les jeunes hommes de son époque, lui enseigne la discipline, l'organisation et surtout l'art de commander et de se faire obéir. L'obtention du grade de sergent témoigne de ses qualités de leadership et de sa capacité à s'adapter aux structures hiérarchiques, compétences qui lui serviront plus tard dans l'organisation de ses activités criminelles. La rencontre avec Marie-Catherine Rémy révèle l'émergence de ses talents de séducteur et sa capacité précoce à la manipulation sentimentale. Cette jeune femme, qui habite chez sa mère blanchisseuse, rue Saint-Louis-en-Lille, représente exactement le type de femme que recherche Henri, issue d'un milieu modeste mais respectable, suffisamment naïve pour croire à ses mensonges et dotée d'une beauté qui flatte son ego masculin. Pour la conquérir, Henri n'hésite pas à mentir sur sa situation professionnelle, prétendant travailler dans un cabinet d'architecte en tant que technicien, révélant déjà sa propension à embellir la réalité pour parvenir à ses fins. Le mariage célébré le 7 octobre 1893, immédiatement après la fin de son service militaire, révèle la volonté d'Henri de s'inscrire dans la respectabilité bourgeoise tout en conservant sa liberté d'action. Cette union lui offre la couverture sociale indispensable à ses ambitions tout en lui fournissant un laboratoire privilégié pour perfectionner ses techniques de manipulation psychologique. L'observation quotidienne des réactions de son épouse aux différentes stratégies de persuasion lui enseigne les ressorts de la psychologie féminine qu'il exploitera plus tard avec ses victimes. La naissance successive de leurs 4 enfants, Marie-Henriette en 1891, Maurice-Alexandre en 1894, Suzanne en 1896 et Charles-Eugène en 1900, révèlent la volonté d'Henri de construire une façade familiale irréprochable qui masque ses véritables activités. Cette paternité, qu'il assume apparemment avec sérieux, lui fournit également une motivation financière supplémentaire pour développer des sources de revenus alternatives aux emplois conventionnels qu'il trouve insuffisamment rémunérateurs. Les premières activités professionnelles d'Henri révèlent immédiatement son inadaptation au travail salarié traditionnel et sa tendance compulsive à rechercher des gains rapides et importants. Entre 1893 et 1900, il déménage 8 fois, pratique une dizaine de métiers différents et change 15 fois de place, révélant une instabilité professionnelle qui contraste avec les exigences de régularité de la société bourgeoise. Cette instabilité révèle également sa recherche constante d'opportunités plus lucratives et sa difficulté à accepter la routine du travail honnête. La création de sa fabrique de bicyclettes à pétrole en 1900 marque le début officiel de sa carrière criminelle et révèle la sophistication de ses méthodes d'escroquerie. Cette entreprise fictive, qui lui permet d'encaisser les arrhes de nombreux clients sans jamais honorer aucune commande, démontre sa compréhension précoce des mécanismes de la confiance commerciale et sa capacité à exploiter les aspirations technologiques de son époque. Cette première escroquerie d'envergure lui rapporte des sommes considérables et lui enseigne les avantages de la criminalité en col blanc. L'évolution de ces techniques d'escroquerie révèle un perfectionnement constant de ses méthodes et une compréhension croissante de la psychologie de ses victimes. L'escroquerie au cautionnement qu'il développe boulevard Pereire révèle sa capacité à identifier les vulnérabilités économiques de ses contemporains et à exploiter leurs ambitions professionnelles. Cette méthode, qui consiste à faire verser des cautions à de prétendus candidats représentants, lui permet d'optimiser ses profits tout en minimisant ses risques, révélant déjà les caractéristiques d'un criminel particulièrement intelligent et organisé. La première condamnation prononcée le 24 février 1902 pour escroquerie constitue un tournant décisif dans l'évolution de sa carrière criminelle. Cette sanction de 3 ans de prison et 50 francs d'amende, prononcée par défaut car Henri a déjà pris la fuite, révèle que les autorités judiciaires ont identifié sa dangerosité mais se révèlent incapables de l'arrêter effectivement. Cette impunité de fait renforce sa confiance en ses capacités d'échapper aux conséquences de ses actes et l'encourage à poursuivre ses activités illégales. La multiplication des identités fictives révèle sa maîtrise croissante de l'art de la dissimulation et sa compréhension des failles du système d'identification de l'époque.
L'utilisation du pseudonyme de Nattier pour monter une nouvelle escroquerie au cautionnement démontre sa capacité d'adaptation et sa détermination à poursuivre ses activités malgré les poursuites judiciaires. Cette multiplication des identités lui permet de compartimenter ses activités et de limiter les risques de reconnaissance par ses victimes ou les autorités. L'accumulation des condamnations, juillet 1904 pour 2 ans de prison, 1909 pour 3 ans de prison, juillet 1914 pour 4 ans de prison, révèle l'escalade de sa carrière criminelle et l'inefficacité relative du système répressif de l'époque. Chaque condamnation, au lieu de le dissuader, semble renforcer sa détermination à perfectionner ses méthodes et à éviter les erreurs qui ont conduit à ses arrestations précédentes. L'introduction de l'escroquerie au mariage, sous le nom de Paul Morel dès 1909, révèle l'évolution de ces méthodes vers des formes de criminalité plus personnelles et psychologiquement plus sophistiquées. Cette nouvelle approche, qui exploite les sentiments amoureux plutôt que les seules ambitions financières, révèle sa compréhension croissante de la vulnérabilité émotionnelle de ses victimes et annonce les méthodes qu'il utilisera plus tard pour ses crimes les plus graves. La menace de relégation qui pèse sur lui après sa condamnation de 1914 constitue le facteur déclenchant de sa transformation d'escroc en assassin. Cette perspective de déportation définitive au bagne de Guyane, réservée aux récidivistes endurcis, lui fait comprendre qu'il ne peut plus se permettre d'être reconnu par ses victimes futures. Cette prise de conscience marque le tournant psychologique qui transformera ses escroqueries en crimes de sang, car l'élimination physique des témoins devient désormais une nécessité vitale pour sa survie. Les racines de la tromperie sont désormais profondément ancrées dans la personnalité d'Henri Landru, nourri par une intelligence remarquable, détournée au service d'ambitions criminelles, une éducation bourgeoise qui lui a enseigné les codes de la respectabilité sociale qu'il exploite cyniquement, et une expérience criminelle croissante qui a développé sa confiance en ses capacités de manipulation. L'homme qui s'apprête à terroriser la France durant les années de guerre a acquis tous les outils psychologiques et techniques nécessaires pour transformer l'escroquerie sentimentale en machine de mort particulièrement efficace, préparant ainsi le terrain de la métamorphose meurtrière qui marquera l'une des pages les plus sombres de l'histoire criminelle française. L'année 1914 marque un tournant dramatique dans l'existence d'Henri Landru et dans l'histoire de l'Europe entière. Tandis que les tambours de guerre commencent à résonner sur le continent, l'escroc multirécidiviste de 45 ans se trouve confronté à une situation judiciaire désespérée qui va précipiter sa transformation en l'un des criminels les plus redoutables de l'histoire française. La perspective imminente de sa déportation au bagne de Guyane, combinée au chaos social engendré par la mobilisation générale, crée les conditions parfaites pour sa métamorphose d'un simple fraudeur en prédateur meurtrière d'une efficacité terrifiante. La déclaration de guerre le 3 août 1914 offre à Henri une opportunité inespérée d'échapper à ses poursuites judiciaires tout en exploitant le bouleversement social qu'elle engendre. Alors qu'il est officiellement recherché pour ses multiples escroqueries et menacé de relégation, le conflit mondial transforme instantanément la France en un territoire où les contrôles d'identité se relâchent, où les forces de police se trouvent mobilisées pour d'autres priorités et surtout où apparaît une population de femmes seules particulièrement vulnérables aux prédateurs de son espèce. La Grande Guerre crée en effet des conditions sociales exceptionnellement favorables aux activités criminelles d'Henri. La mobilisation de millions d'hommes laisse derrière elle des épouses inquiètes, des mères angoissées et bientôt des veuves éplorées qui constituent autant de cibles potentielles pour ces escroqueries sentimentales. Cette population féminine fragilisée par l'absence, l'angoisse et souvent la précarité économique offre au prédateur qu'est devenu Henri un terrain de chasse d'une richesse inégalée dans l'histoire criminelle française. L'évolution de la société française sous l'impact de la guerre facilite également ses activités par l'affaiblissement des structures sociales traditionnelles. Les liens familiaux distendus par l'éloignement forcé, les contrôles sociaux relâchés par l'urgence du conflit et surtout l'émancipation relative des femmes qui doivent désormais assumer seules leurs responsabilités créent un environnement où un prédateur intelligent peut opérer avec une liberté sans précédent. La première manifestation de sa transformation criminelle se produit en février 1914, avant même le déclenchement officiel du conflit, lors de sa rencontre avec Jeanne Cuchet dans les allées du Jardin du Luxembourg. Cette lingère veuve de 39 ans, élégante et disposant de quelques économies, correspond parfaitement au profil des victimes qu'Henri apprendra à identifier avec une précision diabolique. Cette première rencontre révèle déjà la sophistication de ces nouvelles méthodes, car il ne s'agit plus d'une escroquerie commerciale classique, mais d'une manipulation sentimentale complexe visant à établir une relation de confiance totale avec sa proie. Le processus de séduction de Jeanne Cuchet
révèle l'évolution remarquable des techniques d'Henri par rapport à ses escroqueries antérieures. Au lieu de proposer immédiatement un investissement frauduleux ou un emploi fictif, il développe une stratégie de long terme qui vise à s'intégrer progressivement dans la vie de sa victime jusqu'à en prendre le contrôle total. Cette approche patiente et méthodique révèle une sophistication psychologique qui dépasse largement ses activités criminelles précédentes et annonce la transformation de l'escroquerie en prédation systématique. L'installation d'Henri et de Jeanne Cuchet, accompagnée de son fils André âgé de 17 ans, dans la villa qu'il loue à Vernouillet, marque franchissement d'un seuil décisif dans sa carrière criminelle. Cette cohabitation, qui dure plusieurs mois, et permet à Henri d'étudier minutieusement les habitudes et les vulnérabilités de ses victimes, révèle sa transformation d'un escroc opportuniste en planificateur méticuleux de crimes d'une ampleur inédite. La villa de Vernouillet devient ainsi le laboratoire où Henri perfectionne les méthodes qui feront de lui l'un des tueurs en série les plus efficaces de son époque. La disparition simultanée de Jeanne et André Cuchet en février 1915 constitue le premier double homicide d'Henri et révèle immédiatement la nature particulièrement calculatrice de sa nouvelle criminalité. L'élimination du fils, témoin gênant qui aurait pu compromettre ses plans, démontre que Henri n'hésite plus devant aucun obstacle humain pour parvenir à ses fins. Cette escalade de la violence révèle une transformation psychologique profonde qui fait de lui un criminel d'une dangerosité exceptionnelle, capable d'éliminer froidement quiconque entrave ses projets. L'établissement de son système d'annonces matrimoniales révèle la dimension industrielle qu'acquièrent ses activités criminelles à partir de 1915. L'annonce type qu'il fait paraître dans les journaux. Monsieur sérieux ayant petit capital désire épouser veuve ou femme incomprise, entre 35 et 45 ans, bien sous tout rapport, situation en rapport, révèle sa compréhension parfaite du marché matrimonial de l'époque et sa capacité à cibler précisément les femmes les plus vulnérables. Cette standardisation de ses méthodes de recrutement transforme le crime en véritable entreprise organisée. L'utilisation de plus de 90 pseudonymes différents révèle la sophistication remarquable de son système d'identité multiple et sa maîtrise des techniques de dissimulation administrative. Chaque fausse identité correspond à un compartiment spécifique de ses activités, lui permettant de multiplier ses relations simultanément tout en évitant les recoupements dangereux. Cette multiplication des personnalités fictives révèle également sa capacité exceptionnelle à maintenir des récits cohérents et des comportements adaptés à chaque rôle qu'il endosse. La gestion méticuleuse de ses relations avec près de 300 femmes différentes révèle des talents organisationnels qui auraient pu faire la fortune d'un homme d'affaires légitime. Henri développe un véritable fichier de ses contacts, notant avec précision les détails physiques, la situation familiale et surtout la fortune de chaque femme rencontrée. Cette approche scientifique de la prédation révèle une personnalité criminelle d'une efficacité redoutable qui transforme la séduction en industrie de la mort. L'évolution de ses critères de sélection révèle l'affinement progressif de ses techniques de chasse. Henri apprend rapidement à identifier les femmes qui présentent le profil idéal pour ses projets criminels. Suffisamment âgées pour disposer d'économies substantielles, suffisamment isolées pour que leur disparition passe inaperçue, et suffisamment vulnérables émotionnellement pour succomber à ses manœuvres de séduction. Cette expertise dans l'évaluation de la vulnérabilité humaine révèle une compréhension cynique de la nature humaine qui dépasse largement les compétences criminelles conventionnelles. L'acquisition de la villa de Gambet, en Seine-et-Oise, révèle sa volonté de perfectionner ses méthodes d'élimination et de dissimulation des preuves. Cette propriété isolée, située à l'écart des regards indiscrets mais suffisamment accessible pour ne pas éveiller les soupçons de ses victimes, constitue l'instrument parfait de ses activités criminelles. L'aménagement qu'il y effectue, notamment l'installation d'un fourneau puissant, révèle la préméditation qui caractérise désormais tous ses actes et sa détermination à ne laisser aucune trace de ses crimes. La succession de ses victimes révèle l'efficacité terrifiante de son système criminel une fois parfaitement rodé. Après Jeanne et André Cuchet, Henri élimine méthodiquement Thérèse Labordeline en juin 1915, Marie-Angélique Guillain en août 1915, Berthe Héon en décembre 1915, Anna Colomb en décembre 1916, Andréane Bablet en avril 1917, Célestine Buisson en août 1917, Louise-Joséphine Jaume en novembre 1917, Anne-Marie Pascal en avril 1918 et Marie-Thérèse Marchadier en janvier 1919. L'analyse du profil de ces victimes révèle la constance remarquable des critères de sélection d'Henri
et sa maîtrise croissante de l'art de la prédation. Toutes ces femmes correspondent exactement au profil recherché, veuves ou divorcées, disposant d'économies modestes mais suffisantes, socialement isolées et psychologiquement fragiles. Cette précision dans le choix de ces cibles révèle une expertise criminelle qui transforme chaque nouveau crime en amélioration de ses méthodes précédentes. Le cas particulier de Thérèse Labordeline révèle la dimension internationale des activités d'Henri et sa capacité à exploiter les vulnérabilités administratives de son époque. Cette femme née en Argentine, figurant dans son carnet sous le pseudonyme Brésil, illustre sa propension à cibler des femmes dont l'isolement social facilite la dissimulation de leur disparition. Cette stratégie révèle une compréhension fine des mécanismes administratifs de l'époque et sa capacité à exploiter les failles du système d'état civil français. Les méthodes d'élimination développées par Henri révèlent une froide efficacité qui dépasse largement les crimes passionnels conventionnels. L'utilisation du fourneau de ses villas pour faire disparaître les corps de ses victimes témoigne d'une planification minutieuse et d'une absence totale d'émotion face à l'horreur de ses actes. Cette industrialisation de la mort révèle une personnalité criminelle, d'une froideur exceptionnelle qui traite l'élimination humaine comme un simple problème technique à résoudre. L'attention portée par Henri à maintenir des communications posthumes au nom de ses victimes révèle sa compréhension de l'importance de retarder la découverte de ces crimes. Les lettres falsifiées, les cartes postales truquées et même les signatures contrefaites qu'il produit pour rassurer les familles de ses victimes démontrent une maîtrise technique remarquable et une anticipation des réactions de l'entourage. Cette gestion de l'après-crime révèle une sophistication qui dépasse largement celle des criminels conventionnels de son époque. La relation particulière qu'Henri développe avec Fernande Segret révèle la complexité psychologique de sa personnalité criminelle et sa capacité à maintenir des sentiments authentiques malgré ses activités meurtrières. Cette jeune femme de 24 ans, sa cadette, rencontrée dans un tramway en mai 1917, semble échapper au sort tragique réservé aux autres femmes de sa vie. Cette exception révèle que Henri reste capable d'attachement véritable, ce qui rend sa criminalité d'autant plus troublante qu'elle révèle une capacité de compartimentage psychologique exceptionnelle. L'évolution de sa technique de dissimulation des preuves révèle un perfectionnement constant de ses méthodes et une adaptation au risque croissant de découverte. L'amélioration progressive de ses techniques de destruction des corps, l'optimisation de ses systèmes de fausses identités et surtout sa capacité à maintenir une façade de respectabilité sociale révèlent une intelligence criminelle qui s'enrichit constamment de l'expérience acquise. Cette capacité d'apprentissage transforme chaque crime en amélioration de l'efficacité générale de son système. La gestion financière de ses activités criminelles révèle l'aspect économique de sa transformation et sa capacité à transformer le meurtre en source de revenus réguliers. Les biens spoliés à ses victimes, bijoux, meubles, économies bancaires, lui permettent de maintenir un train de vie confortable tout en finançant ses activités futures. Cette rentabilisation du crime révèle une approche entrepreneuriale de la criminalité qui transforme l'homicide en investissement financier. L'impact de la guerre sur l'évolution de ses méthodes révèle sa remarquable capacité d'adaptation aux circonstances historiques. Henri comprend rapidement que le conflit mondial lui offre des opportunités exceptionnelles en multipliant le nombre de femmes seules et en relâchant les contrôles sociaux habituels. Cette intelligence tactique lui permet d'optimiser ses activités criminelles en exploitant le chaos social engendré par la guerre européenne. L'établissement de ses relations avec sa famille légitime révèle sa capacité exceptionnelle à maintenir des existences parallèles sans que les différents compartiments de sa vie interfèrent entre eux. Henri continue de voir régulièrement son épouse Marie-Catherine et leurs 4 enfants, qui le croient simple brocanteur et ignorent totalement ses véritables activités. Cette capacité de dissimulation familiale révèle une maîtrise psychologique remarquable et une absence de culpabilité qui facilite considérablement ses activités criminelles. La sophistication de son système de stockage des biens volés révèle l'aspect logistique de ses activités et sa transformation en véritable entrepreneur du crime. Les garages qu'il loue à Neuilly et à Clichy pour entreposer les affaires de ses victimes témoignent d'une organisation méthodique qui traite le produit de ses crimes comme une marchandise conventionnelle. Cette industrialisation du recel révèle une approche professionnelle qui dépasse largement la criminalité opportuniste traditionnelle. L'évolution de sa personnalité publique révèle sa capacité remarquable à projeter une image de respectabilité malgré l'ampleur de ses activités criminelles. Henri maintient une façade sociale irréprochable qui trompe complètement son entourage et facilite ses approches auprès de nouvelles victimes. Cette maîtrise de l'image sociale
révèle des talents de comédien qui transforment sa vie entière en représentation théâtrale permanente. La tenue méticuleuse de son carnet noir révèle l'aspect comptable de ses activités et sa volonté de maintenir un contrôle précis sur l'ensemble de ses opérations. Ce document, qui deviendra la pièce à conviction principale de son procès, témoigne de son besoin compulsif d'organisation et de sa fierté secrète face à l'ampleur de ses réalisations criminelles. Cette documentation révèle paradoxalement à la fois sa méticulosité et sa vanité, traits qui contribueront finalement à sa perte. Vers la fin de l'année 1918, Henri Landru a achevé sa transformation d'escroc multirécidiviste en machine à tuer d'une efficacité terrifiante. Son système criminel, parfaitement rodé après 5 années de perfectionnement, lui a permis d'éliminer au moins 11 personnes tout en maintenant une façade sociale irréprochable et en accumulant des bénéfices considérables. Cette réussite criminelle exceptionnelle révèle l'émergence d'un type de criminel entièrement nouveau dans l'histoire française, le tueur en série, organisé et méthodique, qui transforme l'homicide en activité économique rationnelle. La métamorphose meurtrière d'Henri Landru révèle ainsi comment les circonstances historiques exceptionnelles peuvent catalyser la transformation de personnalités criminelles déjà constituées en prédateurs d'une dangerosité exceptionnelle. La Grande Guerre, en bouleversant les structures sociales traditionnelles et en créant une population de femmes particulièrement vulnérables, a offert à Henri les conditions idéales pour développer un système criminel d'une sophistication inégalée. Cependant, cette efficacité même porte en elle les germes de sa découverte, car l'accumulation des disparitions et la persistance de certaines familles finiront par attirer l'attention des autorités et précipiter la chute du Barbe Bleue de Gambet. L'année 1917 marque le début de la fin pour Henri Landru, bien qu'il l'ignore encore. 2 familles inquiètes, chacune de leur côté, entreprennent des démarches qui vont progressivement tisser le filet dans lequel tombera finalement le Barbe Bleue de Gambet. Ces recherches familiales, motivées par l'amour et l'inquiétude légitime de proches qui n'acceptent pas le silence inexpliqué de leurs êtres chers, révèlent que même le criminel le plus méticuleux ne peut prévoir toutes les réactions humaines à ses actes. L'obstination de ces familles à chercher la vérité va déclencher une enquête qui transformera Henri Landru en l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire française. L'initiative qui déclenche l'enquête provient de Madame Pella, amie fidèle de Célestine Buisson, qui s'adresse directement au maire de Gambet pour obtenir des nouvelles de son ami supposé vivre avec un certain Monsieur Dupont. Cette démarche, apparemment banale, révèle l'impact social des disparitions orchestrées par Henri et l'impossibilité pour lui de faire disparaître complètement toutes les traces des liens affectifs de ses victimes. L'inquiétude persistante de cette femme démontre que l'isolement social de ses victimes, sur lequel compte Henri pour éviter les recherches, n'est jamais aussi complet qu'il l'imagine. La seconde initiative qui renforce les soupçons naissants émane de la sœur de Célestine Buisson, qui écrit également au maire pour s'enquérir de sa sœur, prétendument installée avec un homme répondant au nom de Frémiette. Cette convergence de témoignages sur des disparitions liées à des hommes aux identités différentes, mais aux circonstances similaires, éveille l'attention des autorités locales et révèle l'une des faiblesses du système d'Henri, sa tendance à opérer selon des patterns répétitifs qui finissent par créer des similitudes détectables. L'ouverture de l'enquête officielle sous la direction de l'inspecteur Jules Belin marque l'entrée en scène de l'homme qui deviendra le némésis d'Henri Landru. Ce policier expérimenté, habitué aux affaires complexes de la première brigade mobile, comprend rapidement qu'il se trouve face à des disparitions qui ne relèvent pas du simple départ volontaire. Son intuition professionnelle, combinée à sa ténacité légendaire, va transformer cette enquête locale en chasse à l'homme d'envergure nationale. Les premières investigations révèlent immédiatement l'ampleur du défi que représente la traque d'Henri. L'absence totale de témoins directs, la multiplicité de ses identités et surtout sa parfaite maîtrise de l'art de la dissimulation transforment cette enquête en véritable partie d'échecs entre un criminel exceptionnel et un policier déterminé. Cette confrontation indirecte entre 2 intelligences remarquables prend progressivement les dimensions d'un duel intellectuel dont l'issue déterminera le sort de nombreuses vies humaines. L'enquête piétine pendant plusieurs mois, révélant l'efficacité des méthodes de camouflage développées par Henri au fil de ses années d'activité criminelle, la multiplication de ses identités, la dispersion géographique de ses activités et surtout l'absence de corps compliquent extraordinairement le travail des enquêteurs. Cette période d'impasse révèle que Henri a réussi à créer un système criminel d'une sophistication qui dépasse largement les méthodes d'investigation conventionnelles de l'époque.
Le tournant décisif se produit le 8 avril 1919, lorsque Madame Fouillard, amie de Célestine Buisson, reconnaît fortuitement dans un magasin parisien l'homme qu'elle connaît sous le nom de Frémiette, accompagné d'une autre femme. Cette reconnaissance fortuite révèle l'une des vulnérabilités inévitables du système d'Henri, sa nécessité de maintenir une vie sociale normale qui l'expose inévitablement au regard de ceux qui ont connu ses victimes. Cette coïncidence apparemment banale va déclencher la chute de l'un des criminels les plus insaisissables de son époque. La filature organisée par l'inspecteur Belin révèle la minutie et la patience nécessaires pour traquer un prédateur aussi prudent qu'Henri. Pendant plusieurs jours, les policiers suivent discrètement cet homme sans encore connaître sa véritable identité, observant ses habitudes et tentant de comprendre le système de sa vie quotidienne. Cette phase d'observation révèle la discipline remarquable qu'Henri maintient même dans sa vie privée et sa capacité à éviter instinctivement les pièges qui pourraient compromettre sa sécurité. L'arrestation du 12 avril 1919, qui coïncide symboliquement avec le 50e anniversaire d'Henri, constitue l'aboutissement d'une enquête menée avec une patience remarquable. L'interpellation à son domicile du 76 rue de Rochechouart en présence de Fernande Segret révèle la double vie qu'Henri a réussi à maintenir pendant des années. Cette arrestation, menée par les inspecteurs Brandenburger et Jules Belin, marque la fin de l'une des carrières criminelles les plus longues et les plus meurtrières de l'histoire française. La découverte du fameux carnet noir, lors de la fouille d'Henri, constitue l'une des preuves les plus accablantes jamais rassemblées contre un criminel de son époque. Ce petit carnet, contenant la liste des 11 noms de ses victimes, ainsi qu'une comptabilité macabre de ses activités, révèle l'aspect méticuleux de sa personnalité criminelle et sa fierté secrète face à l'ampleur de ses réalisations. Cette documentation auto-incriminante révèle paradoxalement à la fois son génie organisationnel et sa vanité fatale. L'identification progressive d'Henri révèle aux enquêteurs qu'ils ont capturé bien plus qu'un simple escroc en fuite. La découverte de son véritable passé criminel, l'ampleur de ses activités frauduleuses et surtout la corrélation entre ses déplacements et les disparitions signalées révèlent progressivement l'ampleur exceptionnelle de sa carrière criminelle. Cette prise de conscience transforme une enquête locale en affaire nationale d'une gravité sans précédent. Les perquisitions menées dans ces différents domiciles révèlent l'organisation logistique sophistiquée de ses activités criminelles. La découverte de ces garages de stockage à Neuilly et à Clichy, contenant les biens personnels de ses victimes, fournit aux enquêteurs les preuves matérielles de ses crimes. Ces perquisitions révèlent également l'aspect économique de ses activités et sa transformation du meurtre en source de revenus réguliers. L'investigation de ses propriétés de Vernouillet et de Gambet révèle les lieux où se sont déroulés ses crimes les plus atroces. La découverte de restes d'ossements humains calcinés, d'agrafes de corsets, d'épingles et de boutons partiellement brûlés dans les fourneaux de ces villas fournit aux enquêteurs les preuves physiques de ses méthodes d'élimination. Ces découvertes révèlent l'horreur de ses techniques de destruction des corps et la froideur calculatrice avec laquelle il a organisé ses crimes. L'analyse des preuves rassemblées révèle la reconstitution progressive d'un système criminel d'une sophistication inégalée dans l'histoire judiciaire française. La corrélation entre les dates d'achat de billets de train, les locations de propriétés et les disparitions de ses victimes révèle la méthode implacable avec laquelle Henri a organisé ses crimes. Cette reconstitution révèle également l'exceptionnalité de sa carrière criminelle et l'ampleur du défi judiciaire qu'elle représente. L'instruction de l'affaire, qui dure plus de 2 ans et demi, révèle la complexité exceptionnelle de cette enquête et la difficulté de rassembler des preuves suffisantes contre un criminel aussi prudent. Le dossier final, comprenant plus de 5000 pièces, témoigne de l'ampleur des investigations nécessaires pour reconstituer la carrière criminelle d'Henri. Cette instruction marathon révèle également l'évolution des méthodes judiciaires françaises face aux défis posés par la criminalité moderne. L'attitude d'Henri pendant sa détention révèle sa remarquable capacité de résistance psychologique et sa détermination à ne jamais avouer ses crimes. Son refus obstiné de reconnaître sa culpabilité, malgré l'accumulation des preuves contre lui, révèle à la fois son orgueil et sa conviction qu'il peut encore échapper aux conséquences de ses actes. Cette résistance révèle également sa compréhension fine du système judiciaire et sa stratégie de défense basée sur l'absence de confession formelle. L'ouverture du procès. Le 7 novembre 1921, devant la cour d'assises de Seine-et-Oise siégeant à Versailles, marque l'aboutissement de l'une des instructions criminelles les plus complexes de l'histoire judiciaire française.
Cette date symbolique, choisie après des mois de préparation intensive, transforme Henri Landru d'un criminel clandestin en personnage public d'envergure nationale. Le procès qui s'ouvre révèle immédiatement qu'il ne s'agira pas seulement d'un jugement, mais d'un véritable spectacle social qui captivera l'attention de toute la France. La composition de la Cour révèle l'importance exceptionnelle accordée à cette affaire par les autorités judiciaires françaises. Le président Gilbert, assisté des assesseurs Schuller et Gloria, l'avocat général Godefroy, et surtout la présence de maître Vincent de Moreau-Giafferi comme défenseur d'Henri, révèle que ce procès mobilise l'élite du barreau français. Cette configuration judiciaire d'exception révèle que l'affaire Landru dépasse largement le cadre d'un simple procès criminel pour devenir un événement judiciaire historique. La présence dans la salle d'audience de personnalités exceptionnelles révèle l'impact social considérable de cette affaire sur la société française de l'époque. L'assistance de Mistinguett, Raimou, Berthe Bovy, Colette dans son rôle de chroniqueuse judiciaire et même de représentant de l'aristocratie étrangère transforme le procès en événement mondain autant qu'en procédure judiciaire. Cette influence révèle la fascination morbide exercée par Henri sur ses contemporains et sa transformation en véritable phénomène de société. L'attitude d'Henri pendant le procès révèle sa remarquable maîtrise de soi et sa capacité à transformer même son jugement en spectacle à son avantage. Son humour provocateur, ses réponses évasives aux questions du président Gilbert et surtout sa formule répétée « ma vie privée ne regarde que moi » révèle sa détermination à contrôler la narration de son procès. Cette performance révèle ses talents d'acteur et sa compréhension instinctive de l'impact psychologique qu'il peut exercer sur le public et même sur ses juges. La stratégie de défense développée par maître de Moreau-Giafferi révèle l'un des plaidoyers les plus brillants de l'histoire judiciaire française. La mise en scène spectaculaire où l'avocat fait mine d'annoncer l'arrivée des victimes supposées mortes, obligeant le public à tourner la tête vers la porte, révèle un génie théâtral qui rivalise avec celui de son client. Cette stratégie révèle également les difficultés intrinsèques de cette affaire où l'absence de corps complique extraordinairement l'établissement de la culpabilité. La réplique immédiate de l'avocat général, soulignant que Henri, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte, révèle l'intensité dramatique de ce procès et la qualité exceptionnelle des protagonistes judiciaires. Cette joute oratoire révèle que le procès Landru dépasse largement le cadre conventionnel des procédures criminelles pour devenir un véritable affrontement intellectuel entre les plus grands talents du barreau français. L'accumulation des témoignages révèle progressivement l'ampleur exceptionnelle des activités criminelles d'Henri et l'impact humain considérable de ses crimes. Les témoignages des familles de victimes, des témoins de ces activités et surtout des experts qui ont analysé les preuves matérielles révèlent un faisceau de présomptions d'une force exceptionnelle. Cette accumulation révèle que l'absence de confession et de corps complet ne peut masquer l'évidence de sa culpabilité. La délibération du jury, qui dure 8 heures, révèle la difficulté des jurés à se prononcer sur une affaire aussi exceptionnelle, malgré l'évidence morale de la culpabilité d'Henri. Cette longueur révèle les scrupules légitimes de citoyens confrontés à la nécessité de condamner un homme à mort sur la base de présomptions, même convaincantes. Cette hésitation révèle également l'impact psychologique exercé par Henri sur tous ceux qui l'approchent, y compris ses juges. La condamnation à mort prononcée le 30 novembre 1921 révèle finalement la victoire de la justice sur l'un des criminels les plus sophistiqués de l'histoire française. Cette sentence, rendue après un procès d'une qualité exceptionnelle, révèle que même les talents les plus remarquables ne peuvent triompher indéfiniment de l'obstination de la justice et de la persistance des familles de victimes. Cette condamnation révèle également l'évolution de la société française vers une conception plus rigoureuse de la justice pénale. Le rejet du pourvoi en cassation, le 3 février 1922, révèle l'unanimité de la justice française face à la culpabilité d'Henri et l'impossibilité pour lui d'échapper aux conséquences de ses actes. Cette confirmation révèle que même les recours judiciaires les plus sophistiqués ne peuvent ébranler une condamnation fondée sur un faisceau de preuves aussi solide. Cette décision révèle également la détermination de l'État français à faire payer à Henri le prix de ses crimes exceptionnels. L'exécution d'Henri le 25 février 1922 à 6h05 à la prison Saint-Pierre de Versailles marque l'épilogue définitif de l'une des carrières criminelles les plus extraordinaires de l'histoire française. Cette exécution, menée selon le rituel traditionnel de la justice française, révèle la victoire finale de l'ordre social sur l'individu qui avait osé le défier. Cette mort révèle également la fin d'une époque et l'entrée de l'affaire Landru dans l'histoire criminelle française. La phrase finale d'Henri à son avocat « Cela, maître, c'est mon petit bagage », lorsque celui-ci lui demande s'il avoue finalement ses crimes, révèle jusqu'au bout sa détermination à emporter ses secrets dans la tombe. Cette ultime mystification
révèle que Henri Landru réussit son dernier tour de force en laissant planer le doute sur l'exacte étendue de ses crimes. Cette ambiguïté finale révèle que même mort, Henri continue d'exercer une fascination qui transcende sa réalité criminelle. La chute du Barbe Bleue révèle ainsi comment l'obstination de quelques familles déterminées peut triompher des systèmes criminels les plus sophistiqués et comment la justice, même lente et difficile, finit toujours par rattraper les criminels les plus habiles. Cette victoire révèle également que l'humanité et l'amour familial constituent des forces plus puissantes que l'intelligence criminelle la plus raffinée, transformant Henri Landru de prédateur invincible en figure tragique, rattrapé par les conséquences inéluctables de ses choix. L'homme qui avait défié la société française pendant des années découvre finalement que même les criminels les plus exceptionnels ne peuvent échapper indéfiniment à la justice des hommes, préparant ainsi son entrée dans la légende criminelle française comme l'une des figures les plus fascinantes et les plus terrifiantes de l'histoire judiciaire nationale. Plus d'un siècle après l'exécution d'Henri-Désiré Landru, le Barbe Bleue de Gambet continue d'exercer une fascination durable sur l'imaginaire collectif français et international. Cette persistance extraordinaire d'un intérêt qui transcende les générations révèle bien plus qu'une simple curiosité morbide pour les faits divers criminels. Elle témoigne de la transformation d'une figure criminelle historique en archétype universel qui interroge les fondements même de la nature humaine, de la justice et de la vérité. L'héritage de Landru dépasse largement le cadre de ses crimes pour devenir un miroir dans lequel se reflètent les angoisses, les doutes et les questionnements de la modernité française. L'impact immédiat de l'exécution de Landru sur la société française révèle l'ampleur du traumatisme collectif généré par la révélation de ses crimes. La nouvelle de sa mort diffusée dans toute la presse nationale suscite des réactions contradictoires qui révèlent la complexité des sentiments que ce personnage inspire à ses contemporains. Cette ambivalence révèle que Landru a réussi, même dans la mort, à diviser l'opinion publique entre indignation morale et fascination secrète pour sa personnalité exceptionnelle. La transformation immédiate de Landru en figure légendaire révèle la capacité de certains criminels à transcender leur réalité historique pour acquérir une dimension mythologique. Dès les lendemains de son exécution, son nom devient synonyme de séduction criminelle et de tromperie masculine, créant un archétype qui influence durablement la culture populaire française. Cette mythification révèle que certaines personnalités exceptionnelles acquièrent après leur mort une influence culturelle qui dépasse largement celle qu'elles avaient exercée de leur vivant. L'influence de Landru sur l'évolution de la criminologie française révèle sa contribution paradoxale au progrès des sciences judiciaires. L'analyse de ses méthodes, l'étude de ses techniques de dissimulation et surtout l'examen de son profil psychologique deviennent des références obligées pour les spécialistes de la criminalité. Cette utilisation scientifique révèle que les criminels les plus sophistiqués peuvent malgré eux contribuer à l'amélioration des méthodes destinées à les combattre. L'émergence du concept de tueur en série dans la criminologie française révèle l'influence directe du cas Landru sur l'évolution des catégories scientifiques utilisées pour comprendre la criminalité moderne. Landru devient le prototype du criminel organisé et méthodique, qui tue de manière répétitive selon des patterns identifiables. Cette conceptualisation révèle que certains cas exceptionnels peuvent transformer les cadres théoriques des sciences humaines et ouvrir de nouvelles voies de recherche. L'impact de l'affaire Landru sur l'évolution des méthodes policières françaises révèle les enseignements durables tirés de cette investigation exceptionnelle. Les techniques développées pour traquer Landru, coordination interrégionale, analyse systématique des indices, reconstitution des emplois du temps, deviennent des standards de l'investigation criminelle moderne. Cette évolution révèle que les défis posés par les criminels exceptionnels peuvent catalyser des innovations méthodologiques qui bénéficient à l'ensemble du système judiciaire. L'influence de Landru sur la littérature française révèle sa transformation en source d'inspiration artistique pour les plus grands auteurs de son époque et des générations suivantes. Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre et Pierre Desproges puisent dans son histoire pour nourrir leur création, révélant la richesse narrative de son parcours. Cette appropriation littéraire révèle que les figures criminelles exceptionnelles peuvent transcender leur réalité factuelle pour devenir des personnages universels de la condition humaine. L'adaptation cinématographique de l'histoire de Landru révèle l'évolution de sa représentation dans l'imaginaire populaire et sa transformation en figure iconique du cinéma français. Des premiers films muets aux productions contemporaines, chaque époque réinterprète le personnage selon ses propres préoccupations sociales et esthétiques.
Cette évolution révèle la capacité de certaines figures historiques à se renouveler constamment pour rester pertinentes aux yeux de nouvelles générations. L'influence de Landru sur l'évolution du droit pénal français révèle les modifications législatives inspirées par les leçons tirées de son procès. L'amélioration des procédures d'instruction, l'évolution des critères de preuve et surtout le développement de nouvelles approches de la récidive révèlent l'impact durable de son affaire sur l'évolution du système judiciaire français. Cette influence révèle que certains procès exceptionnels peuvent transformer les fondements mêmes de la justice pénale. Le mystère persistant autour du nombre réel de victimes de Landru révèle l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire criminelle française. L'hypothèse d'une 12e victime, évoquée par Landru lui-même durant son procès, et la possibilité de crimes non élucidés antérieurs à 1914 alimentent les spéculations et maintiennent vivace l'intérêt pour son cas. Cette incertitude révèle que même les enquêtes les plus minutieuses ne peuvent prétendre à l'exhaustivité face à des criminels aussi sophistiqués. L'analyse moderne des preuves de l'époque révèle les débats contemporains sur la solidité de la condamnation de Landru et la possibilité qu'il ait été victime d'une erreur judiciaire. Les questions soulevées par l'absence de corps complet, la faiblesse relative de certaines preuves techniques et les conditions de son procès alimentent des controverses qui révèlent l'évolution des standards de la justice pénale. Cette remise en question révèle que même les affaires les plus célèbres peuvent être réévaluées à la lumière des progrès scientifiques et juridiques. L'influence de Landru sur l'évolution de la psychologie criminelle révèle sa contribution à la compréhension des mécanismes de la séduction criminelle et de la manipulation psychologique. L'étude de ses techniques de charme, l'analyse de ses stratégies de persuasion et surtout l'examen de sa capacité à maintenir des relations multiples révèlent des enseignements précieux pour la compréhension de la psychologie des prédateurs. Cette dimension scientifique révèle que les criminels exceptionnels peuvent enrichir la connaissance des mécanismes psychologiques humains. L'impact de Landru sur l'évolution de la condition féminine française révèle paradoxalement sa contribution à la prise de conscience des vulnérabilités spécifiques des femmes dans la société d'après-guerre. L'analyse de ces victimes, l'étude de leur situation sociale et surtout l'examen des mécanismes qui les ont rendues vulnérables révèlent les inégalités de genre de l'époque. Cette dimension sociologique révèle que les crimes contre les femmes peuvent servir de révélateurs des problématiques sociales de leur époque. L'influence de Landru sur l'art contemporain révèle sa transformation en figure inspiratrice pour les créateurs qui explorent les thèmes de la duplicité, de la séduction et de la mort. Peintres, sculpteurs et artistes multimédia puisent dans son histoire pour créer des œuvres qui interrogent la nature du mal et la fragilité de l'existence humaine. Cette appropriation artistique révèle la capacité de certaines figures criminelles à transcender leur réalité historique pour devenir des symboles universels. L'évolution de sa représentation dans la culture populaire révèle les transformations de la perception sociale du crime et des criminels dans la France contemporaine. L'évolution de Landru de figure épouvantable en personnage presque sympathique révèle les mutations de la sensibilité collective et l'émergence d'une fascination ambiguë pour les figures de transgression. Cette évolution révèle que la mémoire collective transforme progressivement même les criminels les plus odieux en figures folkloriques relativement inoffensives. L'impact de Landru sur l'évolution du journalisme criminel français révèle sa contribution au développement de nouvelles formes de traitement médiatique des faits divers. La couverture exceptionnelle de son procès, l'innovation dans les techniques de reportage et surtout l'émergence d'un nouveau style de chronique judiciaire révèlent l'influence de son affaire sur l'évolution des pratiques journalistiques. Cette innovation révèle que les affaires exceptionnelles peuvent transformer les méthodes de communication sociale. L'analyse de son influence sur l'évolution de la société française révèle les transformations durables qu'il a contribué à générer dans les comportements collectifs. L'augmentation de la méfiance envers les inconnus charmants, l'évolution des pratiques de précaution féminine et surtout la modification des codes de la sociabilité révèlent l'impact durable qu'exercent certains criminels sur l'évolution des mœurs sociales. Cette influence révèle que les traumatismes collectifs peuvent générer des modifications comportementales qui perdurent bien au-delà de leur cause initiale. L'évolution des techniques d'investigation inspirées par le cas Landru révèle les innovations méthodologiques qu'il a indirectement contribué à développer, l'amélioration des méthodes d'identification, le perfectionnement des techniques de recherche et surtout le développement de nouvelles approches de l'enquête criminelle révèlent l'impact positif qu'exercent paradoxalement les défis posés par les criminels exceptionnels. Cette évolution révèle que l'innovation criminelle peut stimuler l'innovation répressive. L'influence de Landru sur l'évolution de la mémoire collective française révèle sa transformation en figure de référence pour la compréhension de l'histoire criminelle nationale.
Son intégration dans le patrimoine culturel français, sa reconnaissance comme cas d'étude exemplaire et surtout sa fonction pédagogique révèlent qu'il est devenu un élément permanent de la culture française contemporaine. Cette intégration révèle la capacité de la société française à transformer ses traumatismes en instruments d'éducation collective. L'analyse comparative de Landru avec d'autres tueurs en série internationaux révèle les spécificités françaises de son cas et son caractère pionnier dans l'histoire criminelle européenne. Sa sophistication méthodologique, sa durée d'activité et surtout son impact social révèlent un profil criminel unique qui anticipe les évolutions futures de la criminalité organisée. Cette singularité révèle que certains criminels peuvent être considérés comme des précurseurs qui annoncent les tendances futures de leur domaine. L'évolution des débats sur son cas révèle les transformations de la pensée criminologique française et l'émergence de nouvelles approches de la compréhension du crime. Les discussions sur ses motivations, l'analyse de ses méthodes et surtout l'examen de son profil psychologique révèlent l'enrichissement progressif des sciences criminelles françaises. Cette évolution révèle que les cas exceptionnels peuvent servir de catalyseur pour l'approfondissement de la réflexion scientifique. L'influence de Landru sur l'évolution de l'enseignement juridique français révèle sa transformation en cas d'étude de référence dans la formation des futurs juristes. L'analyse de son procès, l'étude de ses stratégies de défense et surtout l'examen des questions juridiques soulevées par son affaire révèle sa valeur pédagogique permanente. Cette utilisation éducative révèle que certains procès exceptionnels acquièrent une dimension formatrice qui transcende leur époque. L'impact de Landru sur l'évolution de la psychanalyse française révèle sa contribution aux réflexions sur les mécanismes de la perversion et de la séduction criminelle. L'analyse de sa personnalité, l'étude de ses relations avec ses victimes et surtout l'examen de ses techniques de manipulation révèlent des enseignements précieux pour la compréhension psychanalytique des personnalités criminelles. Cette contribution révèle que les criminels exceptionnels peuvent enrichir la compréhension des mécanismes psychiques profonds. L'évolution de sa représentation dans les médias contemporains révèle la persistance de l'intérêt public pour son cas et sa capacité à générer constamment de nouvelles interprétations. Documentaires, podcasts et émissions spécialisées continuent de revisiter son histoire en apportant des éclairages nouveaux et des perspectives inédites. Cette vitalité médiatique révèle que certaines figures criminelles conservent une pertinence qui transcende leur époque historique. L'analyse de son influence sur l'évolution de la criminologie internationale révèle sa reconnaissance comme figure de référence mondiale dans l'étude des tueurs en série. Les comparaisons établies avec des criminels contemporains, l'analyse de ses méthodes par des experts internationaux et surtout son utilisation comme modèle d'étude révèlent sa dimension universelle. Cette reconnaissance révèle que l'exceptionnalité criminelle peut transcender les frontières nationales pour acquérir une portée scientifique globale. L'impact de Landru sur l'évolution de la philosophie pénale française révèle les questionnements profonds soulevés par son cas sur la nature de la justice et de la responsabilité. Les débats sur sa culpabilité, les discussions sur l'équité de son procès et surtout les interrogations sur la légitimité de sa condamnation révèlent sa contribution à l'approfondissement de la réflexion juridique française. Cette dimension philosophique révèle que certains cas criminels peuvent transformer la compréhension des fondements mêmes de la justice. L'évolution de sa légende révèle la transformation progressive d'une figure criminelle historique en mythe contemporain qui continue d'interroger et de fasciner. Cette mythification révèle la capacité de certaines personnalités exceptionnelles à acquérir une dimension symbolique qui dépasse largement leur réalité factuelle. Cette transcendance révèle que l'humanité a besoin de figures emblématiques pour comprendre et exprimer ses angoisses les plus profondes. Un siècle après sa disparition, Henri-Désiré Landru demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus troublantes de l'histoire criminelle française. Un personnage dont l'exceptionnalité continue d'interroger notre société sur la nature du mal, les mécanismes de la justice et les limites de la compréhension humaine. Son héritage révèle que certaines vies exceptionnelles, même vouées au crime, peuvent exercer une influence durable qui transcende leur époque pour enrichir la réflexion collective sur la condition humaine. L'éternel mystère que représente Henri Landru continue de nous questionner sur notre capacité à comprendre les mécanismes de la violence humaine, à faire confiance aux apparences sociales et surtout à distinguer la vérité de la fiction dans les récits que nous construisons sur les figures qui marquent notre histoire. Son histoire demeure un avertissement sur les dangers de la séduction criminelle, l'importance de la vigilance sociale et la nécessité de préserver les liens humains authentiques dans une société de plus en plus individualiste. Cette chronique du premier tueur en série français nous rappelle que derrière les légendes les plus fascinantes se cachent toujours des réalités humaines tragiques,
des souffrances réelles et des enseignements précieux pour la construction d'une société plus juste et plus vigilante. Le Barbe Bleue de Gambet, dans toute sa complexité troublante, continue de nous interpeller sur notre propre nature et sur notre capacité collective à protéger les plus vulnérables de nos contemporains contre les prédateurs qui, comme lui, savent exploiter notre besoin fondamental d'amour et de reconnaissance. Si cette plongée dans l'univers fascinant et terrifiant du premier tueur en série français vous a captivé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Crime du Sommeil pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui continuent de hanter notre époque. Ensemble, continuons à explorer ces destins exceptionnels qui, par leur démesure même, éclairent notre compréhension des mystères les plus profonds de l'âme humaine et des sociétés qui les façonnent.